Bonjour, ceci est la 4e leçon du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous avons vu dans la leçon précédente que l'évolution politique qui va conduire à l'entrée en guerre de l'Empire ottoman en 1914 s'amorce en 1907 avec le rapprochement entre la Russie et la Grande-Bretagne et à Istanbul même, avec la révolution jeune turque de 1908 qui, après une brève période de libération interne, va conduire au pouvoir de nationalistes turcs de plus en plus radicaux. Cette radicalisation, elle résulte de leur tempérament personnel certainement, elle résulte aussi des problèmes externes que connaît l'Empire ottoman, du nombre d'agressions contre lui qui sont commises entre 1908 et 1914, et notamment à partir de 1912, les deux guerres balkaniques dont je vais parler maintenant, qui sont le prélude pour l'Empire ottoman et même pour toute l'Europe de la Première Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre balkanique est le résultat d'une coalition qui se forme à l'instigation de la Russie. C'est la diplomatie russe qui pousse les petits États des Balkans, devenus indépendants de l'Empire ottoman au cours du XIXe siècle, à savoir la Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie, qui s'allient pour attaquer l'Empire ottoman et, dans leur perspective, libérer la Macédoine, le territoire qui va d'Istanbul jusqu'à l'Albanie, au sud de la Serbie, au sud de la Bulgarie, au nord de la Grèce. Il continue à y avoir une zone à cet endroit-là qui fait partie de l'Empire ottoman et qui continue à être administrée à partir d'Istanbul. Donc la guerre a lieu sur ce territoire-là, et c'est une guerre qui dure 6 mois et qui conduit très très vite à la victoire des petits États des Balkans contre l'armée ottomane. En avril 1913, l'armée bulgare est aux portes d'Istanbul. Istanbul est assiégée par les Bulgares et tout le reste du territoire de la Macédoine, enfin des territoires ottomans qui existaient encore en Asie, sont occupés soit par la Bulgarie elle-même, soit par la Serbie, soit par la Grèce. Un armistice a lieu à ce moment-là, la guerre s'arrête et très vite, au mois de juillet 1913, la guerre va reprendre, cette fois contre la Bulgarie. La Serbie et la Bulgarie et la Grèce étaient en désaccord sur le partage de la Macédoine, le partage de ces territoires pris à l'Empire ottoman et où la population était extrêmement mélangée. Et certains se considéraient comme des Grecs, d'autres se considéraient comme des Serbes, d'autres se considéraient comme des Bulgares, beaucoup d'autres ne savaient pas bien à quel groupe ils voulaient se rattacher et qu'on pouvait essayer de les y rattacher de force. Donc les Serbes et les Grecs font une alliance avec la Roumanie, qui n'a pas participé à la Première Guerre balkanique, mais qui va participer à la Deuxième, pour attaquer la Bulgarie. Cette deuxième guerre, qui est perdue par les Bulgares, dure 1 mois, et en juillet 1913, et elle permet aux Turcs de repousser les Bulgares qui étaient aux portes d'Istanbul et de réoccuper un territoire qui correspond à peu près exactement au territoire de la Turquie d'Europe d'aujourd'hui. À partir de l'été 1913, les frontières de l'Empire ottoman d'abord, de la Turquie ensuite en Europe, vont se retrouver au même endroit. Alors, ces guerres ont représenté une intensité de combat extrêmement grave. Il y a eu en 7 mois 150 000 soldats
qui ont été tués dans ces guerres, dont 50 000 Turcs et 50 000 Bulgares. C'est les deux armées qui ont eu le plus de pertes. Il est remarquable que pour la Bulgarie, qui est à ce moment-là un pays de 4 millions d'habitants, 50 000 morts, c'est un taux de perte qui est le tiers des taux de perte que va avoir la France en 4 ans dans la Première Guerre mondiale. La France, qui est un pays beaucoup plus peuplé que la Bulgarie, évidemment. Bon, la France a 1 500 000 morts dans la Première Guerre mondiale, mais la France est un pays de presque 40 millions d'habitants à ce moment-là, et non pas 4 millions. Donc les Bulgares, en proportion de leur population, ont eu en 7 mois un tiers des pertes qu'a eu la France en 4 ans. Donc ça représente une intensité de combat et une intensité de pertes beaucoup plus grave que la Première Guerre mondiale pour les grands États européens. Donc 150 000 soldats tués dans ces guerres, c'est la preuve de combats très très acharnés. Et cette guerre s'accompagne de nettoyage ethnique, principalement contre les musulmans. Il y avait une population musulmane assez nombreuse ou très nombreuse dans tous ces territoires qui sont occupés, annexés par les Serbes, les Bulgares et les Grecs. Et il y a aussi des pro-serbes qui sont chassés par les Bulgares, des pro-bulgares qui sont chassés par les Serbes, etc. Selon le déroulement des opérations militaires, il y a plus d'1 million de réfugiés, sans doute, qui ont été chassés par nettoyage ethnique. Nous avons déjà rencontré cette expression dans la leçon précédente, et ça s'applique à fond dans la guerre balkanique et les conséquences humaines de la guerre balkanique. Alors, pour l'Empire ottoman, ça aboutit aux limites qu'il va avoir dans la Première Guerre mondiale. Je vous montre une carte maintenant. Donc vous voyez que par rapport à la carte que je vous ai montrée dans la leçon précédente, l'Empire ottoman est devenu beaucoup plus petit. Il comprend un petit territoire en Europe, petit territoire, mais assez peuplé, et avec Istanbul, qui est la très grande ville et qui est la capitale de l'Empire, qui est en Europe, et des territoires en Asie qui correspondent aux territoires de la Turquie d'aujourd'hui, de l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie, les territoires palestiniens et une partie de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, allant jusqu'au Yémen. Je vous ai déjà dit, mais au Yémen, là où le gouvernement d'Istanbul ne contrôle à peu près rien. Donc la conséquence pour l'Empire ottoman, c'est cette réduction de territoire et ces centaines de milliers de réfugiés sur le territoire de l'Empire ottoman à partir de 1913. Certains d'entre eux vont être reclassés ailleurs dans l'Empire. On va essayer de trouver des endroits où les mettre, mais beaucoup d'entre eux sont encore dans des camps de réfugiés en 1914, quand l'autre guerre va commencer. Une autre des conséquences pour l'Empire ottoman, c'est la radicalisation du gouvernement. En avril 1912, juste avant le début de la Première Guerre balkanique, il y a l'élection d'une nouvelle assemblée qui va être très différente de celle qui avait été élue en 1908. En 1908, il y avait un vrai débat, une vraie diversité de représentation. Aux élections d'avril 1912, le comité Union et Progrès, le groupe de conspirateurs nationalistes turcs qui est à l'origine de la révolution de 1908, ce groupe contrôle soigneusement les élections pour que ça donne une assemblée presque entièrement formée de ses partisans. Pas le pluralisme de l'Assemblée de 1908, la liberté de débat qu'a représenté l'Assemblée de 1908 aux élections de 1912, c'est fini. En janvier 1913, Enver, un des dirigeants du comité Union et Progrès, qui était un militaire, lance une attaque militaire contre le siège du gouvernement, renverse le
Premier ministre impose au sultan la nomination d'un autre Premier ministre. En pratique, à partir de janvier 1913, l'Empire ottoman est devenu une dictature du comité Union et Progrès, dont les principaux dirigeants sont Seth Enver et deux autres dirigeants qui sont Djemal et Talat. Vous regardez comment ça s'écrit, Djemal, souvent vous allez le retrouver avec un D et un J, mais les Turcs aujourd'hui l'écrivent avec un C. Le C en turc se prononce Dje. Quand il a une cédille, il se prononce Tche. Fin de parenthèse linguistique. Tant qu'à faire, je fais une autre parenthèse linguistique. Enver, vous allez très souvent rencontrer dans vos textes Enver Pacha. Comme vous allez rencontrer beaucoup d'autres personnages, y compris en Égypte, auxquels on rajoute le nom Pacha. Je vous en prie, dans vos travaux, ne l'appelez pas Monsieur Pacha. Pacha, c'est un titre. Il y a des langues où on met le titre Monsieur ou Général ou Colonel devant le nom. Et puis en turc, on met le titre après le nom. Pourquoi pas? Enver, c'est pas Enver Pacha, ce n'est pas un Monsieur Pacha dont le prénom est Enver, c'est un homme dont le nom est Enver et dont Pacha est le titre. Donc oubliez Pacha. Ne croyez pas que Pacha, c'est un nom, vous rencontrerez beaucoup de Pacha dans vos lectures, et pas seulement en Turquie. C'était en titre, au départ, c'est un titre de la hiérarchie de l'administration ottomane. Les généraux sont Pacha, les ministres sont Pacha, les fonctionnaires de rang très élevé sont Pacha. Donc vous rencontrez un grand nombre de gens comme ça qui portent Pacha derrière leur nom. Ce n'est pas leur nom, c'est seulement un titre. Donc, il y a la radicalisation du gouvernement de l'Empire ottoman, les pertes territoriales, ces centaines de milliers de réfugiés dont il faut savoir quoi faire. Ça a aussi des conséquences politiques pour le reste de l'Europe. Ça renforce beaucoup la Serbie. Le territoire de la Serbie double avec les victoires. Le victoire qui remporte dans les deux guerres balkaniques, ils ont été du côté des vainqueurs dans les deux, et pas les Bulgares ont été du côté des vainqueurs dans la première, du côté des vaincus dans la deuxième. Donc la Serbie est renforcée, les Serbes et le nationalisme serbe est un problème pour l'Autriche-Hongrie, parce qu'il y a aussi des Serbes, et en Bosnie-Herzégovine, que l'Autriche-Hongrie a commis l'erreur d'annexer en 1908, elle va le payer très cher, et il y en a aussi un tout petit peu des Serbes sur le territoire de la Hongrie. Et le nationalisme serbe est un problème pour l'Autriche-Hongrie, puisqu'il y a une revendication, il y a même des attentats, il y aura même l'attentat spécialement grave de Sarajevo en juin 1914, l'assassinat du prince héritier de l'Autriche-Hongrie, qui va entraîner le déclenchement de la guerre. Donc, pour l'Autriche, ça aggrave leur préoccupation avec la Serbie. Ça augmente l'idée à Vienne qu'il faut régler son compte à la Serbie d'une façon ou d'une autre. L'autre conséquence pour la politique européenne des deux guerres balkaniques, surtout de la deuxième, c'est la frustration de la Bulgarie. Les Bulgares, c'est ceux qui ont fait le principal effort militaire contre les Turcs dans la première guerre balkanique. C'est eux qui ont eu le plus de pertes dans la première guerre balkanique. C'est eux qui sont presque allés jusqu'à Istanbul. C'est eux ensuite qui voient leurs alliés se retourner contre eux et les priver d'une bonne partie des gains territoriaux qu'ils espéraient obtenir en livrant cette guerre. Et nous savons que la Bulgarie, en 1915, va devenir l'allié de l'Allemagne dans la guerre et sera une assez grande importance. C'est évidemment une autre des séquelles des deux guerres balkaniques. Alors, la Première Guerre mondiale n'est pas sortie des conflits directs entre les grandes puissances. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Il y avait bien sûr énormément d'hostilité et de méfiance entre l'Allemagne et l'Angleterre, entre la France et l'Allemagne, entre l'Allemagne et la Russie,
mais les rivalités directes ne sont pas ce qui a conduit à la guerre. Ce qui a conduit à la guerre, ce sont les petits alliés des grands. C'est l'Autriche-Hongrie, qui d'une certaine façon est un allié pour l'Allemagne, mais qui est une puissance moins importante que les 4 précédentes que j'ai nommées, et c'est la politique de la Serbie. Enfin, ce sont les petits alliés qui entraînent les grandes puissances dans une guerre. Et c'est une chose qu'il faut retenir pour la suite de l'histoire mondiale, parce que dans toute l'époque de la guerre froide, et même peut-être dans le monde d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ressemble à un risque de guerre entre des grandes puissances dans le monde d'aujourd'hui, la probabilité que ce soit déclenché par des petits alliés ayant une autonomie de décision pour déclencher un conflit entre les grandes puissances, c'est une probabilité assez grande. La situation en Europe et dans le monde qui était le plus favorable à ce type de phénomène d'entraînement, c'était justement les Balkans. C'était ces petits États nouveaux, revendicateurs, dynamiques, extraordinairement efficaces militairement. La Bulgarie, la Serbie sont très efficaces militairement dans cette guerre contre l'Empire ottoman. Dans la Première Guerre mondiale, les Serbes vont être très efficaces contre les Autrichiens. Ils vont résister pendant plus d'1 an à l'armée austro-hongroise, alors que l'Autriche-Hongrie est quand même un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que la Serbie, qui est un pays extrêmement pauvre, mais avec une efficacité militaire remarquable. Et ce sont ces petits États des Balkans qui vont entraîner les grands. Bon, les grands auraient très bien pu ne pas se faire entraîner, il suffisait qu'ils aient une politique raisonnable. Mais l'imprudence, des grands a été favorisée par l'imprudence ou l'audace des plus petits. Et je crois que c'est une observation qu'il faut continuer à faire dans le monde d'aujourd'hui, et une des régions du monde où il y a des petits États hyperactifs et ayant des conflits entre eux et des alliances avec les grandes puissances, c'est toujours le Moyen-Orient. Les Moyen-Orient jouent dans le monde d'aujourd'hui le rôle que jouaient les Balkans, les États des Balkans dans l'Europe à la veille de 1914. On peut espérer que les grandes puissances d'aujourd'hui seront moins irresponsables et imprudentes que l'ont été les grandes puissances européennes en 1914. Alors, je vous rappelle très brièvement, je ne vais pas faire toute l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est très intéressant, je l'ai fait ailleurs, mais je ne veux pas le faire ici. Juste vous rappeler les bases des données de fait. L'attentat contre le prince héritier austro-hongrois a lieu le 28 juin à Sarajevo par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir téléguidé l'attentat. La Serbie prétend qu'elle n'y est pour rien. Les Autrichiens envoient un ultimatum. Les Serbes font semblant d'accepter presque tout l'ultimatum, sauf une des clauses de l'ultimatum. Et le 29 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Jusque-là, c'est pas évident que la guerre va devenir une guerre générale. Mais il y a à Saint-Pétersbourg et surtout à Berlin. À Saint-Pétersbourg, qui est le siège du gouvernement de la Russie à ce moment-là, qui est la capitale de la Russie, des gens qui ont encouragé les petits États balkaniques en 1912 à entrer en guerre. Des gens qui pensent que l'influence de la Russie dans la région des Balkans, c'est essentiel, qui pensent avec raison, que la Russie est plus puissante que l'Autriche, et une Russie qui risque d'entrer en guerre pour aider la Serbie, et à Berlin, un gouvernement qui pensent que s'ils font une guerre, il faut absolument qu'ils la déclarent eux-mêmes pour que tous les plans militaires se déroulent selon les plans prévus. Et donc le gouvernement allemand qui déclare la guerre à la Russie le 1er août et qui déclare la guerre à la France le 3 août et qui, pour envahir la France, passe par la Belgique. L'armée allemande envahit la Belgique, ce qui entraîne la déclaration de guerre
du Royaume-Uni à l'Allemagne. À partir du 5 août, les grandes puissances européennes sont en guerre les unes envers les autres. Quelle est la position des dirigeants ottomans dans cette affaire? Bon, depuis 1907, je vous l'ai dit, les dirigeants turcs considèrent que le seul allié fiable pour eux face à la Russie et éventuellement à l'Angleterre, qui est en train de devenir la complice de la Russie, l'allié possible, c'est l'Allemagne. Et la diplomatie allemande cultive cela activement, évidemment. Et le 29 juillet, un traité d'alliance est signé entre le gouvernement ottoman et le gouvernement de l'Allemagne. Vous rencontrerez souvent dans vos lectures l'information que ce traité a été signé le 2 août. Il a été annoncé à Berlin le 2 août, mais il avait été signé le 29 juillet. Ça fait une différence très importante, parce que le 1er août, c'est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie. Le 29 juillet, la guerre est commencée, mais seulement entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Et la guerre générale, elle est très probable le 29 juillet, mais elle n'est pas encore certaine, alors que le 2 août, elle est beaucoup plus certaine. Malgré cela, les dirigeants turcs, donc, qui se sont engagés à faire la guerre aux côtés de l'Allemagne, ne vont pas entrer en guerre. Ils vont prendre des mesures de précaution, comme la mobilisation de l'armée, ce qui est normal, même s'ils ont l'intention de rester neutres. Et il y a un débat entre eux sur les partisans de l'alliance avec l'Allemagne et de l'entrée en guerre, qui disent que de toute façon, l'Empire ottoman n'échappera pas à cette guerre et que l'Empire ottoman va être démembré à la fin de cette guerre, parce que les vainqueurs voudront se partager des dépouilles entre eux, et que surtout si la Russie fait partie des vainqueurs, si la Russie et l'Angleterre, qui sont devenus les complices, font partie des vainqueurs de cette guerre, la probabilité que l'Empire ottoman soit partagé est extrêmement grande, alors que l'alliance avec l'Allemagne est la meilleure garantie. Ça, c'est l'argument des partisans de la guerre dans le gouvernement à Istanbul, dont Enver, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est peut-être le principal porte-parole de la volonté d'entrer en guerre. Mais la neutralité a des avantages et peut avoir des avantages. Et en septembre 1914, le reste de l'Europe est en guerre, l'Empire ottoman ne n'y est pas encore, les dirigeants à Istanbul prennent une décision, je trouve à la fois intelligente et intéressante. Ils annoncent l'abolition des capitulations. Je vous ai expliqué dans la leçon précédente qu'est-ce que c'était les capitulations. Cette exterritorialité juridique des étrangers dans l'Empire ottoman, qui était une contrainte contre laquelle les dirigeants ottomans et nationalistes turcs protestaient à répétition depuis longtemps. On peut abolir les capitulations. Et les diplomates européens qui sont en poste à Istanbul, sur ordre de leur gouvernement, vont protester auprès du gouvernement. Et ils protestent, il y a l'ambassadeur d'Allemagne à côté de l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur de Grande-Bretagne et l'ambassadeur de France qui protestent ensemble contre l'abolition des capitulations. Comme ces gens-là sont en guerre entre eux, il est évidemment facile pour les dirigeants turcs, je ne sais pas s'ils leur ont ri au nez, mais ils auraient presque pu le faire. Ils peuvent tout d'un coup ne pas s'inquiéter des mesures de rétorsion que pourraient prendre les pays à qui on retire ces privilèges des capitulations. Bon, j'étais pas là pour conseiller les dirigeants ottomans de l'époque, mais si j'avais été là, je leur aurais dit profitez-en. La guerre chez les autres peut être extrêmement avantageuse pour vous si vous restez neutre. Est-ce qu'ils auraient pu rester neutres pendant très longtemps? Certains dirigeants ottomans souhaitaient maintenir
la neutralité, d'autres souhaitaient rentrer en guerre. Ce qui a tranché le débat, c'est l'histoire des 2 bateaux allemands qui étaient en Méditerranée. Lorsque la guerre commence, il y a 2 bateaux de guerre, dont le Goeben et le Breslau. Le Goeben était un bateau très puissant, le Breslau était un bateau plus petit qui l'accompagnait, qui était en Méditerranée. Et avec la déclaration de guerre, ils ne peuvent pas rentrer en Allemagne. Il faudrait passer le détroit de Gibraltar, il faudrait affronter toute la flotte de guerre française, toute la flotte de guerre britannique. Vraiment, c'est pas possible. Alors, leur première idée, bien sûr, c'est d'aller rejoindre les ports de leur allié, l'Autriche-Hongrie. Trieste, vous voyez où est Trieste, dans le nord de la mer Adriatique. Trieste, à ce moment-là, est en Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie a un port de guerre, Pola, qui est à côté de Trieste. Donc les 2 bateaux allemands auraient pu rejoindre l'allié autrichien, mais les Britanniques habiles ont mis leur flotte entre l'Italie et l'Albanie, pas pour barrer la route aux bateaux allemands qui voudraient s'en aller vers Trieste ou vers Pola, enfin vers les ports austro-hongrois. Et donc ces bateaux allemands, ils vont aller se réfugier dans les détroits turcs. S'ils restent en Méditerranée, les bateaux de guerre français et anglais vont finir par les trouver et ils seront en infériorité numérique, ils seront perdus évidemment. Alors, ils se présentent à l'entrée des Dardanelles, ils franchissent les Dardanelles, la mer de Marmara, ils arrivent à Istanbul. Alors, les règles de la neutralité, l'Empire ottoman est encore neutre quand les bateaux d'un pays belligérant arrivent dans ses eaux territoriales. Les règles de la guerre navale disent que les bateaux en question doivent repartir au bout d'un certain délai de quelques heures ou quelques jours la flotte de guerre anglaise les a suivis et les attend à la sortie des Dardanelles. Ils n'ont aucune chance de sortir. Et donc, les Allemands annoncent la vente de ces 2 bateaux à l'Empire ottoman. Et donc ces bateaux deviennent officiellement des bateaux de guerre ottomans. Il y a déjà une flotte de guerre ottomane, elle n'est pas très importante, elle n'est pas très puissante, mais elle existe. Ça augmente beaucoup la puissance de cette flotte de guerre ottomane, d'autant plus que ces bateaux de guerre allemands devenus ottomans gardent leurs équipages, qui sont des équipages extrêmement compétents. Et le 28 octobre, la flotte ottomane, les bateaux allemands devenus turcs et les bateaux turcs vont attaquer en mer Noire un certain nombre de ports et de bases russes. Il y a une attaque par surprise là, de la flotte contre la Russie sans déclaration de guerre. Ça a été fait dans l'ignorance de beaucoup des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, mais avec l'accord d'Enver, qui est le ministre de la guerre, et de Djemal, qui est le ministre de la Marine. Lorsque les autres membres du gouvernement apprennent ça, ils sont inquiets évidemment, et ils discutent entre eux de la possibilité d'indemniser la Russie pour ne pas avoir de guerre. La question va être réglée par la Russie qui déclare la guerre à l'Empire ottoman le 2 novembre et les alliés de la Russie vont suivre. Et donc l'Empire ottoman se retrouve en guerre contre la France, l'Angleterre et la Russie, accessoirement la Serbie. Mais ce n'est pas le problème de l'Empire ottoman. Alors, l'entrée en guerre de 1914, elle est la décision des nationalistes extrémistes au pouvoir à Istanbul, qui pouvaient sûrement à ce moment, et peut-être pour longtemps, rester en dehors de la guerre. Mais ce qui est remarquable, c'est que les grandes puissances n'ont pas du tout essayé d'éviter l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Bon, l'Allemagne a poussé tant qu'elle a pu et a utilisé les 2 bateaux de guerre qui étaient en Méditerranée pour accélérer ce résultat. L'efficacité des 2 bateaux allemands pour entraîner l'Empire ottoman dans la guerre a été amplifiée par le fait que l'Empire ottoman avait commandé en Grande-Bretagne, un chantier naval britannique, 2 bateaux de guerre
qui était très important pour leur propre flotte, et que les Britanniques, la première chose qu'ils font en août 1914, c'est réquisitionner ces 2 bateaux pour les garder pour eux-mêmes, ce qui est une mesure classique au début d'une guerre. On ne laisse pas 2 bateaux de guerre qui peuvent être utiles, dont on peut s'emparer, on ne les laisse pas partir, même si c'est pour appartenir à un pays neutre. Donc on peut espérer à Londres que l'Empire ottoman reste neutre, mais en même temps, ça a facilité le coup de propagande que représente la vente des 2 bateaux allemands à l'Empire ottoman, qui sont présentés par les Allemands et par les partisans des Allemands, de l'Alliance allemande à Istanbul, comme la contrepartie. Les Anglais égoïstes ont confisqué des bateaux que l'Empire ottoman a déjà payés, et les Allemands, au contraire, vendent 2 bateaux, au moins équivalents, à l'Empire ottoman, en faisant des facilités de paiement en plus. Donc il n'y a pas eu d'effort, pas de la France ou de la Grande-Bretagne, pour essayer de garder l'Empire ottoman en dehors de la guerre, parce qu'ils pensent que ça n'a pas d'importance. Tout le monde pense au début de la Première Guerre mondiale que cette guerre sera courte, et tout le monde pense que l'Empire ottoman ne sera pas un facteur militaire important parce que ils ont fait la preuve de leur faiblesse dans les guerres balkaniques. Face à la Serbie, la Bulgarie et la Grèce, ils ont perdu en quelques semaines. Face à l'Angleterre, la France et la Russie, comment pourraient-ils jouer un rôle important dans la guerre? Donc il y a une négligence des Français, des Anglais et des Russes. Les Russes, eux, ils sont plutôt contents de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Ils s'y préparaient. Les Russes, dès le mois d'août 1914, sont en train d'organiser des unités militaires de volontaires arméniens. Il y a beaucoup d'Arméniens, je reparlerai des Arméniens plus longuement dans une autre leçon, mais il y a beaucoup de réfugiés arméniens en Russie. Et ces réfugiés arméniens, on les organise en unités militaires qui vont être utilisées à partir de 1915 comme avant-garde pour envahir l'Empire ottoman. Et à l'été 1914, il y a des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman qui quittent pour aller en Russie, pour s'enrôler dans ces unités militaires qui sont clairement préparées pour une guerre contre l'Empire ottoman. La Russie se prépare à cette guerre, et pour la Russie, c'est dans la direction de l'Empire ottoman qu'elle peut remporter, avoir des gains territoriaux importants. Toujours le fameux objectif de Constantinople. Ce qui est Constantinople pour les Russes et Istanbul pour les Turcs. Donc, les dirigeants ottomans auraient probablement pu rester neutres assez longtemps, mais c'est pas sûr. Et les dirigeants qui, à l'été 1914 ou à l'automne 1914, disaient aux autres, vous savez, on ne peut pas rester en dehors de cette guerre. Cette guerre, à un moment ou à un autre, elle va servir de prétexte à des gens pour démembrer l'Empire ottoman. Nous savons que ça aura cet effet parce que l'Empire ottoman est entré en guerre, mais l'idée que c'était probable, même s'il n'y avait pas eu de guerre, cette idée n'est pas fausse. Et je crois que l'Empire ottoman de 1914, l'Empire ottoman a été tué par la Première Guerre mondiale, il aurait survécu un peu plus longtemps s'il n'était pas entré en guerre ou s'il n'y avait pas eu de guerre du tout. Si les puissances européennes avaient été plus sages, plus prudentes à l'été 14, n'avaient pas déclenché cette guerre très largement absurde. Mais l'Empire ottoman était tellement malade de l'intérieur, et les nationalistes turcs radicaux qui le gouvernaient et qui étaient en train de transformer en ennemis à l'intérieur tous les autres groupes, pas les Grecs, les Arméniens, et y compris les Arabes. Et à partir du moment où les Arabes, qui sont un grand tiers de la population totale de l'Empire ottoman, à partir du moment où les Arabes eux-mêmes sont en révolte contre le pouvoir central, la possibilité de maintenir l'unité de cet empire probablement n'existait plus. L'Empire ottoman a été tué
par la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman était mourant, n'était plus viable et aurait disparu de toute façon. Il aurait pu disparaître de façon moins dramatique, moins épouvantable que ce qui va se passer pendant la guerre. Alors, comment se sont déroulées les opérations militaires dans cette guerre? D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que les Français et les Anglais pensaient que l'Empire ottoman, ça n'avait pas d'importance. En fait, ça a eu beaucoup d'importance. Ça a eu beaucoup d'importance parce que l'Empire ottoman isole la Russie de ses alliés. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des échanges entre la France et l'Angleterre d'un côté, le front ouest face à l'Allemagne, et le front est, celui de la Russie. La Russie a du mal à recevoir de l'aide, elle a besoin d'aide, elle est le pays, d'une certaine façon, qui a la plus mauvaise armée, ou qui subit le plus de défaites face à l'armée allemande, et la possibilité d'aider la Russie n'est pas empêchée complètement, mais est bloquée très largement par le fait que l'Empire ottoman est en guerre et bloque la navigation dans les détroits vers la Russie. Il y a des auteurs qui disent que d'une certaine façon, la révolution de 1917, qui va renverser le tsar, est une conséquence de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Parce que c'est une conséquence des difficultés de la Russie dans la guerre, et parce que ces difficultés ont été aggravées par la présence de l'Empire ottoman dans la guerre. Et contrairement à ce que pensaient les militaires occidentaux, que l'armée ottomane ne pèserait rien du tout dans la guerre, puisqu'elle avait été vaincue si facilement par les Bulgares et les Serbes, et les Grecs, mais les Grecs ont joué moins de rôle que les Serbes et les Bulgares dans les guerres balkaniques, au contraire, les Ottomans vont être très coriaces, et nous savons qu'ils vont rester en guerre jusqu'en 1918, pas qu'ils vont sortir de la guerre peu de temps avant l'Allemagne. Et donc leur participation à la guerre a eu une grande importance, même si au début, l'Empire ottoman isole la Russie de ses alliés, mais l'Empire ottoman est isolé de ses alliés. C'est très difficile, à part les 2 bateaux allemands qu'ils ont reçus, c'est très difficile pour eux de recevoir de l'aide de l'Allemagne, parce que il y a la Serbie entre. L'aide allemande passait par la Roumanie. La Roumanie était encore neutre, 1914-1915, et ça devait passer en contrebande en Roumanie, il fallait verser des pots de vin, puis ça embarquait dans des bateaux sur la mer Noire, et ça rejoignait, en essayant de ne pas se faire repérer par les Russes, ça rejoignait Istanbul et le centre de l'Empire ottoman. Mais ça ne permettait pas de faire des livraisons d'armes importantes à l'Empire ottoman. À l'automne 1915, la Bulgarie va entrer en guerre aux côtés et de l'Allemagne et de l'Empire ottoman. Alors, à partir de ce moment-là, il va y avoir des trains directs entre l'Allemagne et Istanbul. L'Orient Express va pouvoir fonctionner de nouveau et l'Empire ottoman va pouvoir recevoir une aide militaire importante de la part de l'Allemagne, une aide en armement, une aide en avions de combat qui se mettent à jouer un rôle important pendant la guerre, et un certain nombre d'officiers qui vont jouer un rôle important dans l'encadrement de l'armée ottomane et qui apparemment vont faire ça assez bien et garder une assez bonne réputation. Les Turcs qui parlent de cette guerre ne disent pas de mal des Allemands. Ils considèrent que les officiers allemands qui ont été envoyés là avec eux pour les aider, il n'y a pas eu de troupes, de soldats allemands en grand nombre qui ont été envoyés dans l'Empire ottoman, mais il y a eu des officiers allemands qui sont allés les instruire ou les aider et qui ont eu de bonnes relations avec leurs homologues turcs. Alors, les opérations militaires elles-mêmes, elles commencent sur le front avec la Russie. Enver, qui rêvait d'entrer en guerre, lance son armée contre la Russie en plein hiver à la frontière, non pas exactement dans le Caucase, mais en approchant du Caucase, pas au sud du Caucase. Dès janvier 1915, l'armée ottomane subit une défaite épouvantable à cet endroit-là, en plein hiver, dans la neige, avec des soldats qui ne sont pas du tout équipés convenablement. Et l'armée russe pénètre sur le territoire
de l'Empire ottoman va pénétrer assez loin en Anatolie orientale, mais jamais très loin. Il y a toute une série de combats dans ce qui est l'est de la Turquie d'aujourd'hui. Hein. L'armée russe va aller jusqu'à Van, puis elle va aller jusqu'à Bitlis, jusqu'à Erzurum. Vous irez voir sur une carte où se trouvent tous ces endroits-là en Turquie aujourd'hui. C'est pas tout près de la frontière de ce qui est la Géorgie aujourd'hui, mais qui était la Russie à ce moment-là. Et ça va quand même assez loin. L'armée russe arrive à remporter une série de victoires contre les Turcs. L'armée russe est beaucoup mieux équipée, l'armée turque est misérable et sous-équipée. En même temps, les soldats russes ne remportent pas de victoire décisive. Une part de l'explication, semble-t-il, c'est que les officiers qui étaient là face aux Turcs savaient qu'il ne faut pas qu'ils remportent de trop grandes victoires. Parce que quand ils remportaient une victoire, le gouvernement, l'état-major central de la Russie décidait qu'ils avaient trop de soldats, qu'on pouvait leur en enlever pour les envoyer contre les Allemands et les Autrichiens, où là, au contraire, ça se passait beaucoup, beaucoup plus mal pour les Russes, et que donc le front ottoman a toujours été secondaire pour la Russie, parce que c'était beaucoup plus grave pour les Russes ailleurs. Et ça a permis à ce front-là, après le premier échec de l'offensive lancée par Enver, après les premiers succès des Russes qui avancent en territoire ottoman, la situation va se stabiliser plus ou moins jusqu'en 1917. L'autre opération militaire intéressante et célèbre dans les pays occidentaux, parce que c'est des soldats occidentaux qui ont combattu, c'est l'opération des Dardanelles. Les Dardanelles, c'est une idée de Churchill. Churchill, il est ministre de la Marine à ce moment-là à Londres. Et Churchill est un des premiers dirigeants politico-militaires. Il est très passionné par les affaires militaires tout le temps. Churchill a compris très vite que sur le front dans le nord de la France, ça serait une bataille d'usure tout le temps et il n'y aurait pas moyen de gagner la guerre à cet endroit-là, il y aurait seulement moyen de faire tuer des centaines de milliers de soldats pour rien. Et qu'il fallait donc essayer de faire la guerre comme l'Angleterre avait fait la guerre contre Napoléon, c'est-à-dire de faire la guerre à la périphérie. Pas pour vaincre Napoléon, les Anglais ont envoyé des soldats au Portugal avec Wellington pour combattre contre les Français. Et c'était très efficace. Alors, dans la Première Guerre mondiale, quel est l'endroit où on peut lancer une offensive contre un allié faible de l'Allemagne, à un endroit où c'est très difficile pour l'Allemagne de gagner? La réponse évidente, c'est contre l'Empire ottoman. Alors, l'idée, elle était juste, je crois. L'application pratique qui en a été faite a été catastrophique. Alors là, je vous montre une carte. Hein. Vous avez la mer c'est encore pris à Google Maps, c'est une carte de la mer de Marmara et de la Turquie aujourd'hui. Hein, alors vous voyez la mer de Marmara, vous voyez le détroit du Bosphore au nord-est et le détroit des Dardanelles au sud-ouest. Les Dardanelles, c'est beaucoup plus long et un peu moins étroit que le Bosphore. Le Bosphore, c'est vraiment pas large. Aujourd'hui, il y a 3 ponts sur le Bosphore. Il n'y en avait évidemment pas en 1914. Je pense que le premier a dû être construit dans les années 1970. Donc, l'idée, c'est de forcer le passage des Dardanelles avec des bateaux de guerre et d'aller jusqu'à Istanbul pour faire capituler l'Empire ottoman. Alors, des bateaux de guerre français et britanniques vont essayer de remonter ce détroit des Dardanelles. Ça fait au moins 70 km de long, hein, et ça fait 3 ou 4 km de large. Donc, les canons de l'époque sont parfaitement capables de tirer sur des bateaux en étant sur la côte. Et puis, il y avait des mines. Donc, au deuxième bateau qui a frappé une mine, ils se sont repliés. Et ils ont décidé que pour pouvoir franchir le détroit des Dardanelles, il fallait occuper au moins une des 2 rives avec des troupes terrestres. Et donc, après avoir essayé de passer de force en bateau
dans les Dardanelles, ils vont débarquer sur la presqu'île de Gallipoli. La presqu'île de Gallipoli, c'est cette longue presqu'île très étroite qui se trouve au nord du détroit des Dardanelles, la presqu'île dite de Gallipoli. Très souvent, on parle de cette bataille en parlant de la bataille de Gallipoli. Vous l'avez sur la carte, c'est Gelibolu en turc. Vous regarderez bien ma carte. Donc, la presqu'île de Gallipoli, ça a presque 20 km de large là où c'est le plus large et 3 km de large là où c'est le plus étroit. Et donc, les troupes terrestres qui ont débarqué à cet endroit-là, elles ont été bloquées très vite par des Turcs qui ont fait des tranchées sur toute la largeur de la péninsule et qui les ont bloquées à cet endroit-là. Ce qui fait que l'entreprise churchillienne, pas de trouver le moyen de faire de la guerre de mouvement pour échapper au massacre réciproque et inutile dans les tranchées. Ça a tourné au massacre réciproque dans les tranchées. Donc on s'est battu à cet endroit-là de la même façon que dans le nord de la France, avec des tranchées de part et d'autre. C'est là qu'on s'est rendu compte d'ailleurs que les soldats dans la Première Guerre mondiale sont égaux entre eux. Les soldats des pays très modernes et très développés pour l'époque ne sont pas mieux, ne sont pas plus efficaces que les soldats de pays très pauvres. Les Serbes vont pouvoir résister pendant très longtemps contre les Autrichiens et les Allemands. Les Turcs dans la presqu'île de Gallipoli résistent très bien face à des soldats qui sont principalement des Néo-Zélandais et des Australiens, qui sont des types extrêmement doués pour les opérations militaires, parmi les meilleurs soldats du monde qu'on trouve à cet endroit-là, et qui n'arrivent pas à gagner contre les Turcs, qui n'arrivent pas à débloquer le passage à cet endroit-là, presque certainement débarquer, c'était le pire endroit où débarquer. S'il voulait faire la guerre à l'Empire ottoman, il fallait s'y prendre autrement. Donc la bataille terrestre va durer de avril 1915 à janvier 1916. En janvier 1916, les Alliés, principalement britanniques, donc australiens, néo-zélandais, vont rembarquer et vont aller occuper Salonique, d'ailleurs, dans le nord de la Grèce. J'en reparlerai quelques secondes dans une minute. Un autre des fronts d'opération, ça sera la tentative qui est faite en février 1915 par les Ottomans d'aller occuper le canal de Suez, d'aller attaquer le canal de Suez. Ils ont une frontière commune là avec l'Égypte qui passe à peu près pas la frontière de l'Égypte avec ce qui est Israël aujourd'hui a été déterminée avant 1914 par des conversations entre des Ottomans et des Britanniques lorsque l'Égypte était sous protectorat britannique. Et donc les Turcs essaient de mettre des soldats sur des chameaux pour traverser le désert du Sinaï, et c'est pas facile du tout. Ils essaient d'attaquer le canal de Suez, ça échoue complètement, ils se replient, ils abandonnent. Les Britanniques qui ont des bases dans le golfe Persique. Pas les Britanniques, ils occupent militairement une partie du sud de l'Iran, ça je vous en ai déjà parlé, et puis les Britanniques, ils ont déjà un protectorat à Koweït. Et donc à partir de là, ils vont lancer une offensive en Mésopotamie vers Bagdad. Et une offensive qui a lieu en août 1915 et qui aboutit en décembre 1915 à ce qu'une unité militaire britannique, en fait anglo-indienne, ce sont des soldats de l'armée des Indes qui ont été envoyés là, encadrés par des officiers britanniques qui sont assiégés dans une ville qui s'appelle Kout, qui est au sud-est de Bagdad, donc au centre de l'Irak d'aujourd'hui. Ça s'appelle toujours comme ça, vous pouvez regarder sur un atlas, et une force armée britannique est assiégée à cet endroit-là de décembre 1915 à avril 1916, obligée de capituler. Ces hommes ont été faits prisonniers par les Turcs, le sort des prisonniers d'ailleurs était tout à fait épouvantable, parce que toute la population de l'Empire ottoman est dans la misère dans cette guerre. Cette guerre est représente des pénuries économiques épouvantables. Les soldats sont dans la misère aussi, donc évidemment les
prisonniers, c'est pas ceux qui mangent en premier. Hein, dans une situation comme celle-là, les Britanniques ou les Indiens qui ont été les prisonniers des Turcs pendant la Première Guerre mondiale ont vraiment passé un très très mauvais moment. En 1917, l'équilibre militaire qui existait entre les Turcs et les Russes dans l'est de l'Anatolie, je vous ai déjà fait mention il y a quelques minutes, cet équilibre militaire, il est rompu par la révolution en Russie. Il y a une révolution dite de février qui a lieu en mars 1917, qui renverse le tsar, établit un gouvernement provisoire, qui sera suivi par une deuxième révolution dite d'octobre, qui a lieu en novembre, qui fait prendre le pouvoir par les bolcheviks. Alors, dès le printemps 1917, les troupes russes qui étaient dans la région repartent. Beaucoup de soldats russes pensent que puisqu'on a renversé le tsar, la guerre est finie. On doit pouvoir rentrer chez nous, il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper du village, il faut s'occuper de la ferme, il faut s'occuper des récoltes. Et les soldats s'en vont. Les soldats russes qui étaient dans le nord de l'Iran aussi s'en vont. Les soldats russes qui étaient sur le front face aux Turcs s'en vont. Et les trois républiques indépendantes vont se constituer dans le Caucase. Ces trois républiques, elles ont disparu pendant longtemps, absorbées par l'Union soviétique, mais elles sont réapparues en 1991 et elles existent aujourd'hui. C'est la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, avec à peu près les mêmes territoires que le territoire qu'ont ces trois pays aujourd'hui. Donc la Géorgie va s'arranger pour devenir pro-allemande. Ils vont s'arranger pour avoir des soldats allemands qui arrivent sur leur territoire, quelques-uns, pour ne pas avoir trop de Turcs, parce que l'armée turque est misérable, et donc l'armée turque, évidemment, elle pille, elle est extrêmement fatigante pour les populations occupées. Donc les Géorgiens arrivent à se tirer d'affaire en devenant une sorte d'allié de l'Allemagne. L'Azerbaïdjan, au bord de la mer Caspienne, avec la grande ville de Bakou, l'Azerbaïdjan, ce sont des musulmans, ce sont des gens qui parlent une langue très proche du turc. Il y a beaucoup d'échanges culturels ou intellectuels entre l'Azerbaïdjan, même avant la guerre, quand l'Azerbaïdjan ça n'existait pas légalement, mais cette région-là, peuplée d'Azéris, qui faisait partie de l'Empire russe, avait beaucoup de contacts avec les hommes les plus dynamiques ou les plus nationalistes dans l'Empire ottoman lui-même. Il y a un nationalisme turc qui a des imitateurs en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan indépendant n'a pas du tout envie d'être en guerre avec l'Empire ottoman, il se considère au contraire comme un allié de l'Empire ottoman. Et alors les Arméniens au milieu, qui ne sont pas du tout, ne se considèrent pas du tout comme des alliés de l'Empire ottoman, qui vont essayer de résister face aux Turcs, de garder les territoires qui avaient été occupés par l'armée russe, des soldats arméniens qui vont se retrouver tout seuls face aux Turcs. Évidemment, ils sont complètement surclassés numériquement, même peut-être techniquement. Donc le sort de l'Arménie était déjà malheureux avant, continuait à être malheureux à ce moment-là. J'y reviendrai. Le 3 mars 1918, la Russie bolchevique signe un traité de paix avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, à Brest-Litovsk, qui est aujourd'hui à la frontière orientale de la Pologne. C'est à cet endroit-là qu'est signé ce traité par lequel les dirigeants bolcheviques de la Russie abandonnent des territoires très 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 importants face aux Allemands et aux Autrichiens en Europe et face aux Turcs, notamment l'Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, qui avaient déjà établi leur indépendance, mais qui n'étaient pas reconnus par la Russie. La Russie accepte que sa frontière passe sur la ligne de partage des eaux du Caucase, pas en haut du Caucase. Donc ces républiques, elles sont au sud du Caucase. Il y a des soldats turcs qui vont arriver jusqu'à Bakou, qui vont essayer de prendre le contrôle des puits de pétrole à Bakou, qui sont déjà importants à ce moment-là. Donc curieusement, à cause de la révolution russe, l'Empire ottoman se retrouve en position de vainqueur face à la Russie. Et ils vont être presque en même temps
en position de vaincu face aux Britanniques dans le sud. En Irak ou en Mésopotamie, pour employer le langage de l'époque, l'armée venue du Golfe Persique prend Bagdad en mars 1917, une offensive plus importante lancée à partir de l'Égypte pénètre en Palestine en octobre 1917 et il y a une série de défaites là, de l'armée ottomane complètement incapable de résister à cette offensive-là. En septembre 1918, les forces britanniques ont atteint une ligne au nord de Mossoul et d'Alep. Alep, c'est dans le nord de la Syrie, Mossoul, c'est dans le nord de l'Irak aujourd'hui. Donc ils ont atteint une ligne qui est proche de la frontière nord de la Syrie et de la frontière nord de l'Irak d'aujourd'hui. Ce n'est pas exactement la même, mais ça, à peu près. Et on ne sait pas exactement où ils sont rendus d'ailleurs, parce qu'ils avancent et il n'y a pas une ligne de front fixe. Toujours en septembre 1918, l'armée de Salonique, il y avait une armée à Salonique dans le nord de la Grèce depuis donc début de 1916. C'est les troupes qui ont été retirées des Dardanelles, enfin de la presqu'île de Gallipoli, qui sont envoyées à Salonique, et puis il va y avoir des renforts qui vont leur être envoyés. Ça va devenir une armée assez importante qui lance une offensive contre la Bulgarie, qui est immédiatement au nord, et la Bulgarie s'effondre. La Bulgarie demande l'armistice le 30 octobre 1918. Si la Bulgarie est occupée par les Britanniques et les Français, Istanbul est complètement indéfendable. Jusque-là, l'armée, elle était ailleurs. Elle était dans le sud de la Russie pour occuper le sud du Caucase et l'Azerbaïdjan. Elle était face aux Britanniques pour essayer de les retenir. Dans le nord de la Syrie et le nord de l'Irak d'aujourd'hui, il n'y a pas de force armée importante qui peut défendre Istanbul si Istanbul est attaqué à partir de la Bulgarie. Et donc, l'armistice bulgare du 30 septembre entraîne la fuite des dirigeants jeunes turcs, les trois hommes dont j'ai parlé tout à l'heure, là, Enver, Cemal et Talat, vont monter à bord d'un bateau allemand qui s'en va rejoindre en mer Noire une zone russe qui est encore occupée par des troupes allemandes à la suite du traité de Brest-Litovsk. Et un nouveau gouvernement se met en place qui va demander un armistice qui est signé à Moudros. Moudros, c'est une ville dans une île grecque de la mer Égée. L'armistice de Moudros est signé le 30 octobre 1918. Donc c'est la défaite de l'Empire ottoman. Vous savez que l'Autriche va demander l'armistice sur le front italien quelques jours plus tard et que les Allemands vont demander l'armistice sur le front français et l'armistice allemand va être signé le 11 novembre. L'armistice ottoman a été signé le 30 octobre. Le délai est extrêmement faible. L'effondrement des alliés de l'Allemagne là, se fait à toute vitesse en 1918 et les Ottomans sont le deuxième, juste après la Bulgarie. L'armistice de Moudros prévoit que des troupes alliées vont venir occuper Istanbul, effectivement une flotte de guerre britannique, et avec un peu de Français, un peu de Grecs qui les accompagnent, qui vont venir, cette fois ils vont passer les Dardanelles, on les laisse passer, il n'est plus question de leur tirer dessus, ils arrivent à Istanbul, ils occupent la ville d'Istanbul. Il va y avoir des inspecteurs militaires qui vont être envoyés sur tout le territoire pour superviser la libération des prisonniers. Il y a des prisonniers de guerre dans l'Empire ottoman, dont ces hommes faits prisonniers à Kout en 1900, je ne sais plus, 15 ou 16, je vous ai dit ça tout à l'heure. Vous oubliez ça. Et oui, avril 1916, la capitulation de Kout. Et il y a eu d'autres prisonniers qui ont été faits à un moment ou à un autre. La bataille de la presqu'île de Gallipoli, il y a dû y avoir quelques soldats qui ont pu être faits prisonniers, là aussi par les Turcs. Donc il faut récupérer les prisonniers et il faut
désarmer la population, l'armée ottomane. Il reste des troupes ottomanes assez importantes. Il en restait un peu face aux Britanniques au nord de la Syrie et de l'Irak. Et il restait des forces assez importantes sur le front russe, sur cet endroit où les Turcs ont été vainqueurs, et où ont pu envahir une partie du territoire de l'ancien ennemi. Donc, ces inspecteurs doivent vérifier le désarmement. Il y a un gouvernement à Istanbul avec un premier ministre nommé par le sultan, avec des hommes. L'un d'entre eux, je vous en reparlerai plus tard, c'est Ismet, qui accepte d'être ministre de la Défense dans ce contexte-là. C'était un homme très jeune qui va jouer un rôle très très important dans l'histoire de la Turquie ensuite, et qui pense que sa responsabilité, c'est d'obtenir le désarmement des soldats, la libération des prisonniers. Il y a un livre très très important sur l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale, qui est écrit par un Turc qui a étudié aux États-Unis, un dénommé Ahmed Emin. Ce livre s'intitule Turkey in the World War. Et Emin décrit la situation de l'armée et de la population ottomane en 1918. Et il a un chapitre extraordinaire qui est intitulé « Une armée sauvée par les désertions ». Que le sort des soldats, l'incapacité de l'organisation militaire de leur fournir les ressources suffisantes pour pouvoir vivre tout simplement. Et énormément de soldats ont déserté. Il y a des centaines de milliers de déserteurs en Anatolie, 1918, de soldats qui ont quitté l'armée, qui ont peur d'être attrapés par les gendarmes et d'être fusillés pour désertion, qui vivent plus ou moins de brigandage dans la campagne. Et Emin nous dit ça a sauvé, la désertion a sauvé des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'hommes qui seraient morts s'ils étaient restés dans l'armée. Une autre anecdote qui illustre cela, c'est le témoignage d'un général allemand qui a eu des commandements dans l'armée ottomane pendant la Première Guerre mondiale. Il s'appelle Liman von Sanders. Et Liman von Sanders raconte quelque part, je parle de mémoire là maintenant, mais je n'ai pas inventé cette histoire. Liman von Sanders est un témoin intéressant parce qu'il fait partie de ces Européens qui observent cette guerre sans avoir de racisme contre les Turcs. Pas le nombre de récits de cette époque qui partent du postulat que les Turcs sont des brutes épais, stupides, et qu'on ne peut rien attendre de bon d'eux. C'est très fatigant à lire. Et Liman von Sanders, c'est un auteur intéressant parce que il a commandé des soldats turcs et il en parle avec intelligence ou avec bienveillance. Et Liman von Sanders dit sur le front avec les Russes, quand les rares cas où les soldats turcs gagnaient une bataille et se retrouvaient maîtres du terrain après une victoire contre des soldats russes, on retrouvait les corps des soldats russes sur le champ de bataille, on les retrouvait nus. Et, dit le général allemand, c'était pas du tout de la cruauté des soldats turcs, c'était la pénurie épouvantable dans laquelle ils étaient, ce qui fait qu'ils récupéraient tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Ils récupéraient les chaussures, ils récupéraient les vêtements, ils récupéraient les sous-vêtements, ils récupéraient tout sur les cadavres des soldats ennemis quand ils avaient le contrôle du champ de bataille après la bataille, parce qu'ils vivaient eux-mêmes dans des conditions de pénurie épouvantable. Donc, si vous avez l'occasion de trouver le livre de Emin, allez voir ce livre, c'est un témoignage intéressant par un Turc sur le déroulement de cette guerre. J'aurai l'occasion de reparler du livre de Emin plus tard à propos d'autres choses. Donc, quelle est la situation de l'Empire ottoman
au sortir de la guerre, c'est une situation de chaos social. Il y a eu probablement 500 000 soldats tués et 3 ou 4 millions de morts. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de morts civiles, soit de misère, soit de persécution, déportation, massacre, que de morts parmi les soldats. Donc sur 25 millions d'habitants dans l'ensemble de l'Empire ottoman, c'est un niveau de perte bien pire que celui des pays qui ont eu le plus de pertes dans ces guerres, qui sont la France et l'Allemagne, pas par ailleurs, et peut-être la Russie, mais les chiffres russes sont plus difficiles à connaître. Donc, ce nombre de victimes, il est la conséquence de la guerre, il est la conséquence de la pauvreté. Dans une société très pauvre, la guerre déclenche des pénuries très très graves, à la fois des pénuries pour les combattants, j'y faisais allusion à l'instant avec le témoignage de ce général allemand, ça déclenche des pénuries dans les populations civiles, parce que évidemment les soldats, pour survivre, pillent les populations civiles qui sont autour d'eux, qui sont auprès d'eux. Ils ont des armes, ils peuvent le faire. Et s'il n'y a pas à manger pour tout le monde dans un pays, ceux qui ont des armes ne sont pas ceux qui vont mourir de faim les premiers. Hein. Et c'est terrible, mais c'est comme ça. La guerre dans les pays pauvres a fait un nombre de victimes beaucoup plus important que dans les pays plus riches. C'est aussi la conséquence des conflits entre nationalismes dans l'Empire ottoman pendant ces guerres. J'y reviendrai longuement plus tard. Alors, j'insiste sur ce chiffre. 500 000 soldats, 3 ou 4 millions de civils dans un pays de 25 millions d'habitants dans la Première Guerre mondiale, dans l'Empire ottoman. J'insiste là-dessus parce que j'ai lu à répétition, depuis 2003, une information fausse là-dessus qui a pour origine un rapport de la Banque mondiale publié en 2003 intitulé « Breaking the Conflict Trap ». Ce rapport prétend que, aujourd'hui, les guerres font 90% de victimes civiles et 10% de victimes qui sont des soldats, que les guerres d'aujourd'hui tuent beaucoup plus de civils que de soldats. Alors que, dit ce rapport, au début du XXe siècle, la proportion était inverse. 85 ou 90% de soldats qui étaient tués dans les guerres et seulement 10 ou 15% de civils. Alors, j'ai déjà écrit sur cette légende, parce que c'est une légende, l'estimation de 90% de civils et 10% de soldats tués dans les guerres d'aujourd'hui. Elle n'est pas fausse, elle est probable et elle est incertaine, parce que la plupart des guerres d'aujourd'hui n'opposent pas des armées régulières entre elles, et donc la limite entre qui est un civil et qui est un combattant partisan mais qui n'est pas engagé dans une armée, il y a les soldats à sens propre, il y a les combattants qui ne sont pas des soldats et il y a les civils. Et la limite entre la deuxième et la troisième catégorie est évidemment floue. Donc, 10%, est-ce que c'est plus ou moins que 10%? Est-ce que c'est plus ou moins que 90% les victimes civiles des guerres d'aujourd'hui? Je ne le sais pas, mais que les guerres d'aujourd'hui font beaucoup plus de victimes civiles que de soldats. C'est vrai pour la guerre en Syrie aujourd'hui, ça a été vrai pour les conflits en Irak après l'occupation américaine, c'est vrai pour certains conflits en Afrique. C'est une information qui est grossièrement juste, vous voulez. Les guerres d'aujourd'hui font beaucoup plus de victimes civiles que de victimes militaires. Mais pour le début du siècle, ça n'est vrai que pour la Première Guerre mondiale dans le nord de la France. La Première Guerre mondiale ailleurs fait beaucoup plus
de victimes civiles. Elle fait beaucoup de victimes civiles en Russie. Elle fait beaucoup plus de victimes civiles que de soldats en Serbie. Et elle fait beaucoup plus, nous venons de le voir, de victimes civiles dans l'Empire ottoman que de soldats. Et au total, la Première Guerre mondiale a fait probablement environ 15 millions de morts, dont 9 millions de soldats, donc 2 tiers de soldats et un tiers de civils. Alors que dans la Deuxième Guerre mondiale, nous le savons, la proportion sera inverse. Ça sera 2 tiers de civils et 1 tiers de soldats. Et en partie pour les mêmes raisons. Dans l'Empire ottoman ou en Serbie, la pauvreté joue un rôle énorme pour amplifier le nombre de victimes des guerres. Et dans l'Empire ottoman, les conflits internes, les conflits ethniques, les conflits entre des nationalismes hostiles les uns aux autres, c'est-à-dire il y a 2 grandes révoltes dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, dont je parlerai dans les leçons ultérieures, celle des Arméniens et celle des Arabes. Et une part très importante des victimes civiles, ce sont les victimes dans ces 2 populations-là. Mais la population turque a elle aussi énormément de victimes, là principalement à cause de la pauvreté. Et ça reste vrai aujourd'hui, c'est les guerres en Afrique qui font le plus de victimes dans le monde d'aujourd'hui à cause de la pauvreté. Et dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, je finis là-dessus, la Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup plus de victimes civiles que la première, et les gens disent à cause des bombardements aériens, c'est complètement faux, les bombardements aériens n'ont fait qu'une partie très minime, pas sur les 30 millions de civils, probablement peut-être plus que ça, qui ont été tués dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a au total, au plus 1,5 million qui ont été tués par des bombardements aériens. Tous les autres sont morts pour d'autres raisons. Là aussi, la pauvreté, notamment en Chine, et là aussi, le fait que des phénomènes de guerre civile ou de massacre délibéré de population se mélangent avec la guerre interétatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de violence en dehors des champs de bataille proprement dits que sur les champs de bataille proprement dits. Ce qui est le phénomène qu'on observe déjà dans l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Je dirais, la Première Guerre mondiale ressemble un peu dans l'Empire ottoman, ressemble un peu à ce que sera la Deuxième Guerre mondiale dans beaucoup d'autres pays. Non pas du tout par le niveau technique, bien sûr, des armes ou des combats, mais pour ce mélange entre guerre interétatique proprement dite, conflit idéologique, conflit ethnique, persécution raciale, etc. Tout ça se mélange gravement dans l'Empire ottoman entre 1914 et 1918. J'en parlerai beaucoup plus longuement dans les leçons ultérieures. Je vous remercie de votre attention.